L'année dernière, on était autour de 10 millions de revenus. Et quand on a vendu, on devait être à 3-4, je pense. Et on a fait x3 chez Publicis. Pendant des années, je savais pas comment j'allais payer les mecs à la fin du mois. Tu sais, j'embauchais bien 10, 20, 30, 40, putain 90 mecs quand tu les as en face de toi. Putain, genre tu lâches combien de salaire? Combien d'euros de salaire par an? Plusieurs millions. Ah, c'est un truc de ouf. Il faut vraiment... à la fois vraiment respecter l'argent et à la fois être hyper détaché. T'as $1 sur 3 qui est dépensé aux médias aux US qui passe entre les mains de Publicis. On se moquait de Jeff Bezos dans les couloirs, on disait le vendeur de livres. Ça a un peu changé le discours maintenant. Ouais, c'était un peu... Just Brand, c'est un podcast où on parle de branding. Yeah. Et tu es Guillaume Rigalo. il a dit, c'est une interrogation. Tu sais, quand je t'ai vu dans mon CRM, j'ai tapé ton nom sur Insta, parce qu'on se parlait sur Insta, et j'ai vu Rigolo. Et je dis, c'est pas ça son nom de famille. Ah oui, ça, tu m'as dit. Mais si, mais c'est l'histoire de la vie. Et après, je suis allé voir sur LinkedIn. Et... Ça, c'est du branding aussi. À un moment, j'ai opéré un switch, tu vois, parce que toute ma vie, j'arrivais, on me disait alors, monsieur Rigolo, vous êtes pas marrant, vous êtes marrant. Et un jour, j'ai dit, en fait, je suis putain de marrant, les gars. Donc, ça sera Guillaume Rigolo. Voilà. Et sur Facebook, c'est Guillaume Rigolo. Et du coup, t'as changé de nom de famille. Du coup, j'ai dit, fuck it, on assume, quoi. On assume qui on est. Et t'imagines tes potes de classe qui tapent Guillaume Rigolo et qui trouvent rien? Parce que t'as changé. Mais j'ai plein de gens qui m'appellent Rigolo. Hein. Mais est-ce que t'es rigolo comme mec? J'essaye, tu sais. Des fois, à mes dépens, je sais pas, mais j'essaye. Pour vous spoiler, c'est un gars qui avait une agence qui était très très grosse, où t'as revendu. Pour vous donner un petit peu l'idée du contexte de l'épisode. Mais je vais te laisser raconter l'histoire de qui tu es. On passe vite sur les études et le tutti quanti et on rentre directement dans l'action de agence. Mais je suis chaud que tu nous fasses un petite histoire avant de ce que tu as fait avant. Alors, je m'appelle Guillaume Rigalo, 40 ans. Je suis bordelais d'origine et parisien depuis un bon petit moment. Comment j'en suis arrivé là? Moi, j'ai toujours été passionné de e-commerce, tout ce qui se passait déjà quand j'étais jeune et mince et chevelu. Il y avait de l'e-commerce quand t'étais jeune? Ouais, c'était les débuts. Donc, j'ai comme tout Bordelais qui passe en école de commerce, je suis passé par Cdiscount qui à l'époque étaient les vrais rois de France. Oui. Où à l'époque on se moquait de Jeff Bezos dans les couloirs, on disait le vendeur de livres. Ça a un peu changé le discours maintenant. Ouais, c'était un peu. C'est marrant. C'est pas marrant parce qu'en fait c'est vraiment une boîte qui était qui dominait mais largement le e-commerce en France. C'est une des plus grosses boîtes à l'échelle Europe et qui s'est fait complètement dépasser par Amazon. Et donc voilà, j'ai eu un parcours très orienté e-commerce à cet univers. Je passais par Google. J'ai monté une boîte il y a une petite dizaine d'années que j'avais joyeusement plantée. Et puis, c'est pour ça que tu m'invites, il y a 8 ans, j'ai été le premier en France à monter une agence qui était spécialisée 100% Amazon. Donc un positionnement qui paraît assez évident maintenant, mais qui n'était pas trop à l'époque. Et du coup, on a été les premiers à dire, nous on fait que Amazon. Par contre, on va le faire très bien. On sera les meilleurs là-dessus. Et la boîte s'est pas trop mal débrouillée. Est-ce que tu peux juste préciser, faire du Amazon, ça veut dire quoi? Pour les gens qui comprennent. Ouais, c'est vrai que t'as raison de préciser, parce qu'Amazon, c'est une galaxie immense. Ils font un tas de choses, comme tu le sais, ils ont tout un tas d'activités. Donc, nous, notre activité, c'est uniquement basé sur le site e-commerce, donc sur la marketplace. Notre boulot, c'est d'aider nos clients à vendre leurs produits tangibles sur les différents sites Amazon partout dans le monde. Donc, ça va les clients, ça va de la petite PME, on va dire, locale, jusqu'à L'Oréal, un tutti quanti. Et ce qu'on fait pour eux, c'est de la strat, du contenu, du branding, je crois que tu connais un peu. Tout ce qu'on appelle nous retail operations, c'est-à-dire piloter le compte pour nos clients, du média, donc piloter toutes les campagnes sur Amazon Ads. Et notre particularité, c'est qu'on était également distributeur. Donc on a aussi un pôle à distribution, donc avec la logistique, avec tout ce que ça peut impliquer à l'échelle Occident. Okay. Voilà. Et notre boulot très simple, c'est de faire en sorte que les produits de nos clients se vendent sur Amazon. Et donc ça, c'était en quelle année que tu as monté ça? Je l'ai monté en 2017. Ok. Revendu en fin 2022 à Publicis, qui cherchait à structurer une équipe autour de ça. Ils essayaient de le faire un peu par eux-mêmes, mais en fait, on était un petit peu en avance. Donc, c'était plus malin pour eux de racheter une équipe qui fonctionne et de s'appuyer là-dessus pour aller plus vite, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, c'est quoi la réflexion que tu as dans ta boîte par rapport à la brand, au branding. Donc Bison, avec un point de vue anglophone. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, Bison? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, Bison? Pourquoi tu l'as appelé Bison? Ouais.
Bah, d'après toi, alors, vas-y, cherche. Bah, bison, c'est un animal prend de la place, poilu. Non, C'est pas faux, hein. Je voulais un truc qui me ressemble, donc tu vois, un truc Ouais. un peu stocky, quoi. Ouais, un peu stock, qui fonce. Ouais. Ça fait un peu fonceur, ça fait un peu. C'est un petit peu l'ADA du truc. Ouais, bah écoute, c'est très bien. C'est marrant parce que tu le prends dans l'autre sens, mais vraiment, ça a compté dans la décision. Bon, premier truc, moi, je voulais enfin, c'est ma boîte, je veux qu'elle me ressemble, donc je suis un peu barré. Je veux que ça soit, enfin, voilà, percutant et que, enfin, généralement, je laisse pas inaperçu, en bien ou en mal. Je voulais que ma boîte et le nom, ça donne un peu cet effet-là. Donc, déjà, bon, Bison Amazon, pour le coup, voilà. Ah, ok. Bison, ça veut dire business on. Donc notre premier logo, mais je sais pas si ça serait marrant qu'on les mette parce que j'avais un premier logo qui était un peu, qui voulait dire tellement de choses à la fois qu'en fait il disait plus rien. Ouais, Donc il y avait un interrupteur, il y avait une tête d'Indien. Enfin voilà, on avait été un peu trop loin. Mais pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, il y avait aussi le bison. Donc les Indiens, donc on est parti à fond dans le délire. On avait des plumes, des coiffes d'Indiens partout. On allait dans les salons avec notre tête de bison, nos coiffes d'Indiens, et ça a été aussi vachement important. Maintenant, on regarde ça de loin parce que quand tu passes certains seuils et quand tu rentres chez Publicis, tu dois t'assagir un peu. Je pense que s'ils voient le truc, ils vont savoir de quoi je parle. Bon, j'avais plus trop le droit aux plumes après chez Publicis. Ah merde. Voilà, aux US, ils aiment pas trop qu'on fasse ça. Donc on a dû renoncer. Mais en fait, ça a vraiment compté au début. Quand t'es personne et que t'es pas connu, bah, quand t'arrives sur un salon avec les coiffes en mode fluo et la coiffe rose, je te garantis qu'on se rappelle de toi, quoi. Donc voilà, il y avait tout ce truc-là qui a compté dans notre dans le storytelling qu'on voulait construire. Et puis moi, j'aime bien le côté fonceur, c'est vraiment en nous, quoi. Moi, je voulais un truc un peu bourrin, un peu, enfin genre, moi je suis pas là pour enfiler des perles, on va y aller, quoi. Et c'était vraiment ça, Bison. Comment ça se fait que t'as pris l'angle d'ailleurs Amazon? Parce que quand t'es early adopter sur un marché comme ça fait un peu peur. Ça se trouve, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas de marché. Ah non, j'étais convaincu. Enfin, pour le coup, c'est fou parce que moi, je suis convaincu depuis de 10 ans qu'Amazon va tout rafler. Et chaque année, je suis toujours impressionné par les chiffres parce que l'audience est complètement surréaliste. Ils atomisent vraiment la concurrence, en France, en Europe, aux US, il y a personne en face, vraiment. Et donc, je sais pas, moi, ça me paraissait assez évident qu'ils allaient tout gagner. Donc, je voyais pas ça comme un truc risqué, en fait. Pour le coup, je sais pas, peut-être qu'on a senti le truc avant les autres, mais non, je dirais pas coup de bol, du coup, pour le coup. Non, bon instinct, ouais. Ouais. Après, il fallait pas être devin. Enfin, dire, Amazon était déjà leader en France dans leur positionnement, dans la construction de leur offre, dans le respect du client, ce qui n'était pas le cas chez les autres concurrents, dans toute la construction logistique, dans toute la partie média qui commençait à développer, dans la possibilité de bosser sous différents formats avec Amazon. T'avais déjà tous les outils qui étaient là. Tu voyais déjà que ça allait être très compliqué pour les autres de s'accrocher derrière, quoi. Et donc vous avez beaucoup bossé avec Amazon France? Ouais. Genre, Pas que. C'était quoi les collabs que tu faisais avec eux? Ah bon, on bossait beaucoup avec différents services chez eux, mais en particulier les équipes qui gèrent la marketplace. La partie e-commerce, t'as deux entités qui ont été fusionnées depuis, mais t'as la partie, ce qu'on appelle vendeur central. C'est-à-dire quand tu es fournisseur toi-même d'Amazon, comme tu serais fournisseur de Auchan ou Leclerc, et tu as la marketplace quand toi-même tu vends sur la marketplace Amazon. Donc ça, c'était déjà 2 équipes, on bossait avec ces 2 équipes-là. Et après, tu avais les équipes avec qui on bossait le plus, c'est toutes les équipes Amazon Ads, donc qui gèrent toute la partie retail média, qui était un très très gros sujet chez eux. Donc on bossait avec pas mal de... Alors Amazon a un média? Tu peux communiquer à l'intérieur d'Amazon. Si je vulgarise au maximum, c'est le même fonctionnement que le référencement organique ou payant sur Google. Quand tu cherches un produit sur Amazon, tu as des produits qui apparaissent là parce qu'ils sont bien référencés naturellement par l'algorithme d'Amazon, et d'autres produits qui apparaissent parce qu'on paye pour qu'ils soient là. Du CPC classique. Oui, c'est de l'ADS, quoi. Ouais, c'est de l'ADS, c'est Amazon Ads. Oui, mais c'est le du principe. coup, le média. Bah, c'est ça, en fait, on pilote toutes ces campagnes-là pour eux. Ok, d'accord. Pour nos clients. Oui, donc, mais il n'y a pas d'équivalent de newsletter ou des conneries comme ça? Non, newsletter, ça c'est Amazon. Enfin, tout ce qui, toutes les points de contact vers le client final, c'est Amazon qui a la main dessus. Par contre, tu peux faire du display. Tu as tout un tas d'outils qui te permettent d'aller quand même assez loin dans la capacité à targeter les bonnes personnes. C'est comme ça d'ailleurs qu'Amazon taille des croupières aux autres GAFA. Parce que sur la partie connaissance du client, ils ont des données hyper pointues. Et ça, ils vous ont pas fait peur? Enfin, vous avez pas fait peur à Amazon avec vos plumes là? Peur Amazon. Non, mais en mode bon, ils sont pas sérieux, on va pas se perdre notre temps avec eux, quoi. Ah, au début, non, ils s'en foutaient. Non, mais Amazon, ils sont enfin,
Enfin, on est des Lilliputiens, enfin, on est des miettes à côté. Donc ils s'en foutaient. Mais après, Amazon, leur intérieur, c'est marrant parce que moi qui avais bossé chez Google à l'époque, Google avait vraiment cet ADN de construire un écosystème autour d'eux. Et Amazon, ils n'avaient pas trop cet ADN-là. Ils sont plus en mode, et même on le voit, la façon dont ils opèrent, ils ont plus tendance enfin, toi, ils déroulent leur partition un peu. Ils vont tout droit, tu vois, et un peu tant pis pour ce qui se passe autour. Et il y a quelques années, ils ont vraiment pris la mesure de l'intérêt pour eux d'aider leur écosystème. Alors, enfin, écosystème, nous, on est tout petit. Hein. La France, c'est un tout petit pays à l'échelle d'Amazon. Amazon.fr, c'est tout petit, même à l'échelle de l'Europe. Donc, ça serait très, très prétentieux de dire qu'on était dans la réunion du lundi matin. Non, mais ce que je veux dire, c'est Je crois que Jeff n'a jamais entendu parler de moi, malheureusement. Oui, c'est probable, mais dans le sens où, en fait, est-ce que tu avais un costume que tu pouvais avoir pour draguer Amazon, tu vois? Non, mais on était en relation avec eux. Hein. Je suis pas en train de dire qu'ils nous maltraitaient. C'est juste que, on est sur des sommes qui sont sans commune mesure. Et nous, en fait, même si on a un impact sur nos centaines de clients, bon, enfin, à l'échelle d'Amazon France qui fait plus de 10 milliards, T'as des anecdotes marrantes avec Amazon? Oui, j'ai plein. Non, mais enfin, depuis quelques années, on faisait vraiment plein de choses ensemble. Et honnêtement, on était hyper bien traités. Enfin, je m'entendais hyper bien avec eux. Toutes les équipes retail media. Stéphane Grenier qui est parti au Japon maintenant. On a pas mal d'anecdotes parce qu'ils m'invitaient dans la keynote d'Amazon qui s'appelle l'Unboxed aux US. Donc c'est leur grande messe. C'est assez impressionnant avec des tonnes de conférences dans des bâtiments immenses. Donc ouais, on a quelques anecdotes sympas. Puis après, c'est intéressant de voir de l'intérieur comment fonctionne une boîte comme ça qui a juste révolutionné complètement la façon dont on achète les produits, quoi. Je pense qu'on fait un petit sondage là dans la pièce et partout, tout le monde commande sur Amazon. C'est dingue. Même nos parents, enfin, ils ont vraiment ils ont créé une nouvelle habitude de consommation à l'échelle mondiale, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant. Aux US, tu construis des bâtiments avec la salle Amazon en bas pour les colis. Enfin, c'est assez dingue. Ouais, tous les points relais et tout. Ouais, c'est vrai que en fait, c'est là où ils ont créé une marque assez puissante. C'est-à-dire que c'est devenu normal. Assez puissante, c'est, je pense, la marque la plus puissante sur Terre ou top 3. C'est juste Oui, c'est une des plus dingo. grosses marques. Ouais. Ouais. T'as vu, ils se sont rebrand d'ailleurs. Le logo? Ouais, ils ont changé le logo, les courbes. Ouais, moi, je l'ai pas vu, tu vois. Il y a quelques mois. Ok. En fait, ils ont changé la couleur. Ils ont rien fait de fou, mais ils ont mis un petit coup de fraîcheur, ce qui est très bien. C'est intéressant parce que tu vois, le site, c'est rigolo. Je trouve qu'ils avaient le même syndrome que Le Bon Coin. Moi, dans ma vie d'avant, je bossais avec le Bon Coin, qui est un site au succès dingue en France. Et Le Bon Coin, ils osent rien toucher parce qu'en fait, les gens sont tellement habitués à l'UX que en fait, tu as trop de risques à bouger un bouton, une couleur, un truc. Et Amazon, ils ont été vraiment... Enfin, ils sont comme ça. C'est pour ça que le site... moi, souvent, quand je parle d'Amazon, tous mes potes et tout me disent « Mais c'est moche, le site, pourquoi il bouge pas ?» En fait, ils ne peuvent pas parce qu'en fait, il y a trop d'enjeux économiques derrière. Je suis pas du même avis. Pour moi, le site, il est très bien comme ça. Oui, après, mais le truc, c'est quand tu sais plus trop si c'est qu'il est beau ou pas beau. En tout cas, il est hyper efficace. En tout cas, les gens sont habitués à ça. Donc mais il est moche. Voilà. Mais il est dégueulasse. Le site d'Amazon est moche. C'est toi l'expert. Mais c'est pas un débat, c'est que ça fait l'unanimité. Et je pense que Jeff Bezos est au courant que son site internet est moche. Et pour que tu t'adresses à tout le monde, un truc moche. Il faut pas quelque chose de beau, quoi. Apple, ça s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux gens qui ont quand même 1 million de pouvoir d'achat. Alors même si tout le monde a des iPhones, parce qu'en fait, ils sont Apple, c'est hors spectre, c'est-à-dire qu'ils sont partis tellement loin que maintenant, si t'as pas ton iPhone, tu fais pas partie de la classe sociale que tu veux être. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'endettent pour acheter des iPhones. Il y a des iPhones, tu peux les acheter en 12 mois. Ouais. La plupart des gens achètent leur iPhone en 12 mois. Ouais, je sais. Et le casse au bout de 5, au bout de 6. Je sais, c'est un de mes potes qui bosse là-dedans, qui fait les prêts pour Apple, donc oui, c'est énorme. C'est 70%, je crois, en Europe, des iPhones qui sont achetés à crédit. Tu vois, donc, mais parce que là, on rentre dans la secte d'Apple et le statut social, où là, la brand a un impact de malade. Mais là où, en fait, Amazon, ils sont très forts sur la partie branding, c'est que du coup, ils ont fait du design, de l'UX sur le site qui, en fait, il est A/B test H24. Ah oui, par contre, ils testent absolument tout, mais en fait, ils gardent un truc moche pour que le consommateur moyen, qui n'est pas riche, il n'ait pas l'impression d'arriver sur un site où il va payer des trucs chers. Parce que si c'est minimaliste, s'il y a des trucs, il n'y a rien, c'est blanc, ça sous-entend qu'en fait, il y a un produit qui va être cher. Et en fait, dans l'UI et dans l'UX, le fait de mettre du vide, ça sous-entend que c'est riche. Le minimalisme et le fait de jouer avec des espaces vides, ça sous-entend que... Voilà, donc là, on est dans un truc riche, là.
Exactement. C'est minimaliste ici, donc c'est haut de gamme. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur la caméra, pas ce qu'il y a sur le mur. Mais, non, mais t'as compris l'idée. Et donc, du coup, eux, ils remplissent le truc. Bam, bam. Ce qui fait qu'en fait, les gens n'ont pas l'impression. Tu sais, ils sont dans une foire, quoi. Ouais. Et donc, ils n'ont pas l'impression d'acheter des trucs chers. Et du coup, les gens achètent beaucoup plus facilement. Par exemple, un mec de socle social moyen, et ben, il va dépenser plus facilement 50 balles sur Amazon que sur un autre site. Parce que ça va passer beaucoup plus facilement. Quand on t'annonce un prix, il y a une partie de ton cerveau qui dit aïe, ça fait chier quand même, je perds quelque chose. Et ben, la douleur de dépense sur le site d'Amazon est super basse parce que c'est moche. Ils disent c'est pour moi. Alors que le mec, ça se trouve, va acheter un micro à 5000 balles, tu vois. C'est bon ce que tu dis, que quand j'étais chez Cdiscount, j'étais mon petit stagiaire et Cdiscount a vraiment cette réputation de faire vraiment des trucs pas ouf. Ils ont changé leur logo et leur DA il y a un an ou deux. Mais avant, enfin, tu vois, quand j'y bossais il y a 15 ans, c'était vraiment la cata. Et moi, je me rappelle, j'essayais de faire des trucs un peu jolis et tout. On me dit non, beaucoup plus de jeunes. Là, c'était vraiment jeune fluo, machin. Et donc, ça match avec ce que tu dis. Bah, Cdiscount, c'est pareil, tu vois. eBay, c'est un peu pareil aussi, parce que eBay, c'est des enchères, c'est ça. Mais c'est souvent des trucs qui sont déjà utilisés, c'est de la reprise. Ou les sites chinois aussi, où c'est l'enfer pour s'y retrouver sur les applications. Alors, les sites chinois, c'est encore autre chose, parce que c'est un autre système. C'est un autre système de consommation. C'est-à-dire que les Chinois, en fait, ils sont pareils, ils sont. En Europe, on va très clairement, en tout cas, on est parti pour venir comme ça. On est en train de partir sur de la surconsommation, et les Chinois, ils consomment mais tellement plein de petits trucs de merde pas chers. Et tu regarderais, tu regardes en Chine, par exemple, il y a des. Maintenant, leur manière de consommer, c'est ils regardent des lives. Ouais, je sais. Ouais. Ils achètent aux gens chers des trucs en live, quoi. Moi, j'ai vu qu'à Shanghai, mais toutes mes collègues, elles recevaient, il y a longtemps, il y a 10 ans, toutes mes collègues, elles recevaient un colis tous les jours. Un ou deux colis, mais tout le temps. Ouais, toute la journée, c'est non-stop. Bah, maintenant, et tu vois, c'est ce que Shein fait avec ça, hein, c'est balancer des robes à 5 €, tu vois, des leggings de fitness à 10 balles. Et les meufs, elles ont l'impression de se sentir riches parce qu'elles dépensent beaucoup d'argent. Et ça fait plaisir, c'est de la dopamine. Et bah Amazon fait ce même. Il utilise ce principe psychologique, mais en vendant un peu de tout. Ouais, c'est vrai qu'on sent bien quand on clique sur le panier. Tu vois. Alors que. Et pourtant, Amazon vend les mêmes trucs que Shein. Hein. Oui, enfin, Amazon, tu trouves quand même la qualité. Enfin, t'as toutes les. La qualité, mais tu trouves des trucs bien nuls. Tu trouves des chinoiseries aussi, ouais. Les gens le savent pas, mais AliExpress, il y a des produits que tu trouves sur AliExpress qui sont sur Amazon. Bah, je sais, moi j'ai commencé comme ça, donc je peux t'en parler. Ah oui, j'ai commencé, j'avais monté ma marque sur Amazon pour comprendre. En fait, j'avais des potes à moi qui faisaient ça depuis l'Asie, des Français, et qui faisaient déjà beaucoup d'argent. Et donc, je me suis lancé comme ça, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à monter l'agence, parce que je bossais chez Google à l'époque, j'avais pas le temps de gérer ça démarrait bien. Et en fait, j'étais étonné qu'il n'y ait pas d'agence, pas d'expert, pas de free capable d'opérer ça. Donc j'ai créé en fait le service que je trouvais pas, quoi. T'as trouvé quand même un bon petit. T'avais quand même une bonne petite place à Google. Non, t'étais bien. Non, parce que je suis parti 2 fois en 1 an. Donc. T'es parti 2 fois en 1 an ? Ouais. Pourquoi ? Parce que je voulais. J'avais rejoint un projet entrepreneurial de pote à moi. Enfin, moi, je voulais. T'es entrepreneur en fait. Ça m'allait pas le salariat. T'aimes pas avoir un patron ? Ah non. Ah non, ça fonctionne pas. Mais même pas non plus. Ils aiment pas l'avoir. Demande à Publicis, là, Gauthier, s'il me voit. Je lui ai souhaité la bonne année parce que j'ai arrêté j'ai quitté mon job fin décembre et je lui ai dit bonne année, ça y est, t'as un chieur en moins à gérer. T'as dit oui. Ah bah oui, bon vent. Gauthier, Arnaud, non, en vrai, ils ont été très très patients avec moi. Mais non, je suis pas très manageable. Et t'es toujours majoritaire sur tes projets ? Ouais. Même le prochain, là, qui va arriver ? Non, là, c'est pas pareil. Non, mais Bison, je l'ai lancé tout seul, donc c'est normal que j'avais la major. T'as eu des associés sur Bison ? Ouais, j'avais un BA, donc non opérationnel, mais qui a été hyper important. C'est lui qui a cru en moi et qui m'a backé le tout début. Ok. Et qui vraiment a eu un rôle, sparring partner, tu vois, qui compte quand tu structures. Et après, j'ai eu l'immense chance de trouver mes trois lieutenants qui sont mes frères d'armes. Mes frères d'amour, j'avais mon Dirko, mon CEO et mon CTO qui étaient tous associés. Et donc, on s'appelle le Quatuorviera, on est très très proches. Et c'est cette équipe-là qui était invincible et qui a tout niqué le game. Tu penses qu'il faut genre beaucoup d'associés pour faire une bonne agence ? Je pense pas qu'il en faille beaucoup, mais je pense que sans associés, c'est même pas la peine. Tu peux pas monter tout seul ? Ouais, parce que t'as toujours... c'est un peu yin et yang. Il faut forcément que tu compenses
Bah, moi, je pense que dans tout projet, il faut un CEO, il faut un numéro 1, il en faut pas 50, il faut un boss. Et ensuite, il faut que les très proches, enfin, la garde rapprochée de cette personne compense les lacunes du boss. Moi, je pense que chez Bison, on avait un peu on était un peu l'arcade vieux ça. Moi, j'avais la vision, la volonté et toujours foncer, aller péter les murs. Quand t'es un bon CEO, tu as un peu trop ça. Et il faut des gens pour te calmer aussi, parce que sinon, tu pètes 10 murs au lieu d'en péter un. Et sinon, tu pars dans toutes les directions. Et donc, moi, j'avais l'immense chance d'avoir d'avoir mes lieutenants qui me disaient souvent non. Qui me disaient non, on va dire 9 fois sur 10. Et en vrai, ils avaient raison la plupart du temps. Donc c'est très important d'être bien entouré. Les gens qui nous calment. Ouais. Et puis moi, je les secouais aussi des fois. Ouais. Il y avait des conflits, ça tabassait un peu ou c'était chill? Non, franchement, non, mais des fois, t'es pas d'accord, et heureusement, il faut que ça débatte. Mais en vrai, on n'a pas. Non, mais on a. Le terme conflit, tu vois, quand j'entends, moi, plein de gens là qui s'engueulent ou ça part en live avec pour des sujets d'argent, nous, on n'a jamais eu le moins de sujets là-dessus. On a toujours été. Pas une confiance absolue, on s'est jamais fait de coup tordu. Après, des fois, t'es pas d'accord sur plein de trucs, c'est normal, hein, tu peux t'engueuler. Mais au contraire, c'est ça, c'est comme dans un couple, si tu t'engueules pas, c'est qu'il y a un sujet, quoi, je pense. Ouais, j'espère. Mais je pense que le point le plus important, c'est déjà l'envie de bosser ensemble. Enfin, moi, pendant 8 ans, j'étais ravi de venir le matin. Enfin, voilà, tu bosses avec tes amis, c'est trop cool. Vous avez jamais eu de problème d'argent? Aussi. Pendant des années, je savais pas comment j'allais payer les mecs à la fin du mois. Ah ouais? Bah oui. Genre combien de temps? Ça m'intéresse, ça. Bah, C'est stressant de ouf, ça, en vrai. Oui, mais parce que là, pour le coup, maintenant, quand j'y pense, je me dis, putain, mais j'étais complètement cinglé. Mais non, mais nous, on a été très vite à embaucher des gens. Enfin, on a vraiment grossi vite. Et on y allait à fond parce que dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option que d'être numéro 1 et d'éclater le game. Donc, au bout de, je pense, 1 an et demi. Parce qu'en fait, on était. Il y avait quand même des agences multi-marketplace qui existaient. Nous, on était les premiers à se positionner Amazon, mais on avait quand même des concurrents. On a eu plein de gens qui nous ont copiés très vite. Et donc, on avait quand même un enjeu d'aller. Enfin, pour moi, il y avait un peu un truc où c'était un peu le winner takes all, et c'est ce qui est passé pour nous. Parce qu'on a vraiment été devant tout le monde, et après, plus personne a jamais pu nous rattraper parce que commercialement, on est très bon. Enfin, on était vraiment des gros bourrins. Et en prod, on arrivait aussi à délivrer de la meilleure qualité. Donc, après, c'est très dur à gérer ça. Et pour répondre à ta question sur la partie trésor, bah ouais, pendant des années, ça a été compliqué. Ouais. Mais tu trouves toujours des solutions. Ça, c'est le taf du boss, pour le coup. Tu dois te démerder. C'est toi qui a mal au ventre et qui dort pas la nuit. Et après, je suis arrivé chez Publicis, c'est là. Et là, tu arrives et tu as une trésorerie limitée. Tu fais, ah bon? Attends, du coup, t'as été racheté au bout de 8 ans? 5 ans. 5 ans? Ça va vite, hein. Et après, on est resté 3 ans. Ouais. Donc c'était le package. Tu peux pas donner de chiffres? De chiffre de quoi? C'est quoi les chiffres que tu peux donner? Parce que là, j'arrive, première année, tu fais combien de CA? En revenus, je sais pas, on devait faire un truc comme 100 200 000. De revenus ou de CA? Bah, chez nous, c'est pareil. Enfin, en gros, je parle en revenu agence, quoi. Non, mais je parle pas. Enfin, non, mais nous, en fait, on a une particularité. Quand je parle de chiffres, c'est tout ce qui correspond au revenu agence sous toutes les formes que ce soit. Parce que nous, vu qu'on était distributeur, on a aussi un volume d'affaires qui était notre chiffre d'affaires. Mais tu vois, quand tu vends 100 balles et que tu prends 5%, je compte pas le truc, sinon ça fait des dizaines de millions d'euros à la fin. Oui. Donc, non, mon revenu agent, je pense, c'est sur Papers. Donc, l'année dernière, on était autour de 10 millions de revenus. L'année dernière? Ouais. Ok. Et quand on a vendu, on devait être à 3-4, je pense. Et on a fait x3 chez Publicis. Et bon, on peut en parler, du coup, c'est super intéressant parce que tu as quand même pas mal de fondateurs d'agences qui écoutent le podcast, je crois. Et qu'il y en a qui ont des idées dans la revente. Alors moi, je trouve ça marrant. J'écoutais un gars, je sais pas si, je crois que c'est Oussama qui disait ça. Il disait, les mecs qui veulent pas vendre leur agence, ils finissent par la vendre. Et les mecs qui veulent la vendre finissent par pas la vendre. Ouais, enfin, t'as tous les cas de figure. Bah, la idée, c'est qu'il y a quand même pas grand monde. Non, il y a eu quand même une vague, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs qui étaient présents. Il y a EDG, il y a Décup, enfin, il y a quand même pas mal d'acteurs qui font du build-up et qui sont hyper actifs. Mais la réalité du marché, c'est que t'as quand même pas grand monde qui arrive à vendre son truc. Hein. Ah ouais? Bah, c'est pas non plus des centaines de personnes, quoi. En fait, t'es genre une parmi tant d'autres, enfin une parmi peu, du coup, oui. qui arrive à vendre bien en plus. Ouais.
Après, dans les agences, en général, tu vends avec un vrai. Tu te feras un vrai cachet parce que dans les startups, en général, t'es tellement dilué que tu vends rien. Enfin, tu prends Bah rien nous, dans ta généralement, poche. et encore, moi, j'étais une agence, alors je suis bootstrap, mais on avait quand même levé un peu d'argent, donc j'avais quand même des BA, donc on s'était un petit peu dilué, mais on avait quand même, on était resté largement en majo. Euh, mais tu n'as pas besoin de cash, en fait. Enfin, tu as moins besoin de cash en agence que d'autres, effectivement, en business. Tu vois, j'imagine, tu es comme un lucide, tu as besoin un peu plus de trésor quand tu as besoin de stock, etc. Donc bon, le people, ça crame quand même beaucoup de cash, mais si tu es bon, on fait quand même des marges confortables. Donc, enfin, c'était hyper clair dans ma tête que j'allais vendre. Enfin, Ah ouais? depuis le début. Ah, donc t'étais là en mode je vais vendre ce truc. Je valorise, après je le vends, Ouais, quoi. ouais, enfin, dans ma tête, je sentais que ce serait ça le endgame. Après, j'étais entouré déjà d'entrepreneurs, moi, qui avaient tous vendu leur boîte. Mes BA, Louis Martin, avait déjà vendu 2 boîtes. Donc, tu vois, j'étais un peu, je baignais un peu là-dedans. Et puis, moi, je sais que pour gagner de l'argent, à un moment, il faut vendre. Hein, enfin, tu vois. Donc, à un moment, je m'étais quand même mis dans cette direction. Après, est-ce que j'ai tout fait pour vendre? Je sais pas. Mais j'ai tout fait pour être numéro 1 et pour essayer voilà, dérouler ma partition et faire en sorte que je sois devant pour ensuite avoir des options sur la table. Parce que même quand t'es devant, c'est pas facile de vendre. Hein. Après, t'as T'es toujours à ça. aussi. En fait, il faut dire, là c'est plus facile pour moi maintenant que t'as vendu. On peut dire le truc, mais la réalité, c'est que à un moment, faut dérouler ton truc, il faut que tout se passe bien, il faut que tout soit aligné, que l'histoire soit belle. Et à un moment, t'as aussi t'as une part de chance, t'as une part un peu de. Enfin, moi, je crois un peu à ça, mais au destin, il faut que tout soit aligné au bon moment pour que ça se fasse. Parce que des fois, enfin, vraiment, ça se joue à rien, quoi. Et moi, j'ai Publicis qui m'a fait confiance aussi au bon moment. Parce que je leur avais dit non la première fois, il m'a fait une offre, j'avais dit non, je suis parti en process, j'ai vu tout le monde. À la fin, j'ai eu 3 offres, puis 2. Et à la fin, j'ai choisi Publicis. Et c'est de l'humain à la fin aussi, donc il faut. Mais je veux dire, enfin, à un moment, enfin, tous ceux qui ont vendu leur boîte ou qui l'ont pas vendu te le diront. Ah, ça se joue à un cheveu. Enfin, il faut aussi rester humble par rapport à ça. Tout peut arriver, hein. T'as quand même eu 3 offres. Non, mais oui, mais je veux dire, tu peux varier. T'as un contexte économique. Là, tu vois, t'as Trump qui arrive, tu as les GAFA qui sont vachement moins en odeur de sainteté depuis un an, depuis que Trump est revenu. Enfin, tu vois, moi, je me rends compte que tu vois, tu le savais pas, mais je le savais pas, mais voilà, je suis quand même passé au bon moment, quoi. Et Je suis ravi, t'es content d'avoir vendu, filé là. les clés du camion. Non, mais la boîte continue à se développer. C'est juste qu'à un moment, enfin, moi, je crois vachement. Enfin, quand même, le train passe pas 2 fois, c'est un peu vrai. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut sauter sur le premier truc, mais y a, dans la vie, de toute façon, dans la vie, dans tous les sujets, il y a des momentum. Et je trouve dans la vie d'un entrepreneur qui est dans cette phase-là, c'est-à-dire un peu une phase. Enfin, sa boîte est un peu avancée, il commence soit à fatiguer, ou moi je commençais à voir un peu les plafonds d'air. Je voyais le plafond que j'arrivais pas à péter tout seul. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint Publicis, parce que je voyais bien que le big game des gros montants, des gros trucs, c'est tenu par les 6 agences qui dirigent le monde. Enfin, et si t'es pas là-dedans, tu n'y as pas accès. On verra si tu y arrives tout seul avec tes petits bras. Je serai la 7ème. Mais non, mais je veux dire, il y a quand même un game où ça se joue là-dessus. L'international, enfin, je sentais qu'il y avait quand même, on allait vite, on grossissait, mais qu'on avait besoin même puis d'acquérir l'expérience aussi de mastodontes comme ça, quoi. Okay. Et donc je trouve qu'il y a plein d'entrepreneurs, et tu vois que j'accompagne aussi un peu, qui sous-estiment un peu ça. Moi, je pense que c'est important de sentir un peu il y a quand même vachement une partie instinct quand tu es entrepreneur, et dans ces phases-là, moi j'ai toujours été connecté au marché, à rencontrer tout le monde pour sentir un peu les trucs, tu vois. Parce que la vibe peut monter, enfin tu vois, ça tu sais pas, hein. Et moi, ce qui m'interroge, c'est t'as l'instinct de vendre et t'as ok, là je vais vendre. Ouais. C'est quoi la transition et qu'est-ce que tu fais concrètement après pour dire bon, je vais vraiment me mettre à faire le plus beau papier cadeau, tout processer en interne pour pouvoir valoriser un maximum la boîte. Alors ça c'est marrant parce que moi j'ai pris, en fait, enfin moi bon, tout le monde venait un peu me renifler, donc je rencontrais vraiment tout le monde avant de mettre en vente, donc j'étais déjà assez proche de Publicis avant de lancer le process. Et ce que je disais, donc il m'avait fait une offre et tout, et j'avais pas été plus loin. Mais quand j'ai vraiment enclenché, j'ai dit ok, bon maintenant vu que tout le monde me parlait et que j'en avais un peu marre, ça se structure en fait un process. Enfin, en tout cas dans mon cas j'ai voulu le structurer, donc j'ai pris un banquier d'affaires. Et
Et c'est drôle parce qu'on se fait tout un film. Moi, je pensais que c'était un agent IMO, tu vois, et que tu lui filais ton appart. Et que je lui disais, bon, je me rappelle, après, Mathieu, je m'entends hyper bien et tout, mais tu vois, quand la première fois qu'on se voyait et tout, je lui montre les trucs. Et puis, moi, les premiers pitchs, tu sais, je dis, bon, je viens, mais toi, il va quand même parler. Et puis, en fait, non, c'est toi qui raconte ton truc, quoi. Il sert à quoi alors? Non, mais il t'aide, bah, il sert à rien. Je veux dire, Mathieu, rends-moi l'argent. Bah, c'est comme un agent IMO, il prend une com. Et... Oui, il a un carré de contact, quoi. Non, en vrai, ils sont hyper importants parce que ça se structure et t'as plein de phases où il faut que quelqu'un qui. Enfin, il faut déjà quelqu'un qui a d'expérience pour savoir quoi valoriser, comment structurer, sur quel point appuyer. Et dans les phases où t'as les négos à la fin, ça a une valeur de malade, en fait, parce que c'est un boulot, tu mesures pas ça au temps passé, tu mesures ça à certains coups de téléphone qui valent des millions d'euros dans mon cas. Il y a des moments où c'est hyper dur. Enfin, toi, tu vends ta boîte. Enfin, moi, j'étais face à Publicis. Ils achètent des boîtes tous les mois. Tu vois, le patron du M&A Publicis, autant dire que l'achat de Bison, c'était pas son plus gros achat de sa life. Hein. Moi, je vends une boîte une fois par vie, tu vois. Donc, et c'est un petit peu d'argent pour moi. Donc non, il y a un vrai, un vrai travail enfin, il faut une vraie confiance et c'est prenant. Moi, je sous-estimais vraiment le temps nécessaire à ça. C'est-à-dire pendant 9 mois. Je me rappelle le moment où je dis à Nicolas, mon associé, je dis ça y est, je suis plus là, vous démerdez. Enfin là, je suis là pour vendre la boîte, je suis plus là. Et c'est là où tu vois que les associés, heureusement, qu'ils tiennent la baraque parce que pendant ce temps-là, il faut que la boîte elle tourne parce qu'en fait, toi, tu es en train de vendre une boîte comme ça. Si tu la vends, elle fait comme ça. Nous, quand on l'a vendue, elle faisait un peu comme ça. et justement, pour après reprendre ton deuxième point où tu disais comment tu structures une boîte, bah moi, franchement, le process de vente, j'étais tellement. Enfin, justement, parce que tu lâches un peu tu lâches la bride sur ta boîte, donc clairement t'es vachement moins là, donc ça peut tanguer, la vie fait que il se passe plein de trucs, et toi t'es de l'autre côté et t'es en train de vendre une histoire, t'as intérêt à ce que l'histoire, elle, nous clairement, enfin je peux le dire maintenant, mais à la fin on était un peu comme ça, et Publicis nous a fait confiance parce que je pense qu'on avait déjà construit un lien, mais ils auraient très bien pu dire attendez les gars. Enfin, tu vois, c'est là où ça se joue des fois à certains. Mais qu'est-ce que tu fais pendant 9 mois? Tu as. Pendant 2-3 mois, tu prépares ton dossier. Pendant 3 mois, tu as le roadshow, donc tu rencontres tout le monde. Enfin, 2-3 mois à chaque fois. Et après, les phases de négo, tu as l'été au milieu. Les phases de négo pour arriver jusqu'à la LOI finale. Et après, une fois que tu as ça, tu renégocies certains trucs jusqu'à la signature finale. Nous, ça s'est signé la veille de l'annonce officielle, hein, dans la nuit. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, t'avais ton post bastonné, moi je voulais rien lâcher. T'avais ton post LinkedIn qui était prêt. Ah mais non, on avait tout le board France qui venait, enfin le board Publicis Media France qui venait dans le bureau de Bison. Et moi, 2 jours avant, je voulais pas signer. Parce qu'il y avait deux articles qui m'allaient pas. C'était quoi les articles? Je commençais déjà à les faire chier. Des trucs des trucs de contrôle, enfin tu défends tes intérêts, quoi. Et donc après, donc là, t'as fait 9 mois. Ouais. Ils signent. Ouais. Et là, du coup, t'es en mode 3 ans dans ta boîte, mais qui n'est plus ta boîte. Alors non, en fait, on avait un cas particulier, parce que généralement, quand tu vends ta boîte, soit ils prennent la totalité de la captable, et t'as un earn-out. Nous, en fait, on avait vu qu'en fait, on avait beaucoup de valeur à aller chercher avec eux. Ils ont sorti les BA, et nous, tous les opérationnels, donc tous les 4, on est resté on a vendu la moitié de nos parts, et la moitié de nos parts allait être valorisée sur les chiffres futurs. Ok. Donc en fait, on a été valorisé sur l'année 2024, et du coup, on avait en fait un truc qui était très simple, c'est-à-dire Publicis voulait nous faire grossir, et c'est pour ça qu'on était venus, et on avait une histoire commune à écrire ensemble sur du business à aller chercher ensemble, quoi. Donc t'as pris la moitié du chèque sur la valorisation actuelle quand t'as vendu. Ouais. Et après, la deuxième partie était valorisée sur nos chiffres futurs. Ok. Donc on a une année en fait 2023 où c'était l'année où on rentrait dans ce gros dans cet énorme truc, parce que tu passes quand même on devait être 60-70 à l'époque, et on arrive dans un groupe de 120 000 personnes, donc autant dire que on se rend pas tout à fait compte, mais ça change un peu les choses. Et encore, enfin nous ça s'est très bien passé parce qu'on a été vraiment accueillis hyper bien. Enfin, j'ai vraiment rien à dire sur cette boîte. On a vraiment été accueillis comme des rois.
Et on est resté indépendant. Enfin, ils nous ont vraiment respecté de bout en bout, donc j'ai rien à dire. Mais c'est un vrai chamboulement pour nous. Et puis même, ne serait-ce que pour tirer les bons fils, pour aller chercher du business, en fait, t'arrives dans un truc, c'est stratosphérique, quoi. Moi, naïvement, je me disais, mais je vais arriver, je vais aller dans tous les pays, les leads vont tomber, et puis pas tout à fait. Ouais, non. Bah non, mais ils ont pas que ça. Enfin, tu vois, c'est... Et du coup, comment ça se passe quand on est dans Publicis? Parce que ça, c'est la vraie question. Mm. On connaît tous les mecs là qui font quelques milliers d'euros, quelques millions par an, qui sont indépendants. Et quand tu es sous Publicis, c'est quoi la différence entre les deux, concrètement? À quel niveau tu veux dire? Sur l'expertise, sur quoi? Ouais, je sais pas, genre en fait, qu'est-ce que tu te dis quand t'arrives? Alors, t'as du coup la vision que tu penses avoir de Publicis, mais concrètement, parce que avec 120 000 personnes. Bah, c'est marrant parce que, enfin, moi, je peux le dire, et enfin, ouais, en toute transparence. Moi, je suis arrivé et tu vois ça te rappelle un peu les grosses boîtes, donc c'est quand même plus lent. Nous, on était quand même un peu l'archétype de la startup, Agile, très ouais. process, très agile. Dans Slack, tout est automatisé. Enfin, nous, on avait chez Bertrand, mon CTO, on était vraiment un peu une machine de guerre sur les process. On signait beaucoup de clients. Tu vois, au max de Bison, on signait 5, 6, 7 clients semaine, parfois plus, tu vois. Ok. Donc ça a déroulé Un fort, client quoi. par jour, quoi. Ouais, enfin, vraiment, quand les 2 années on était les plus agros, on avait 8-10 sales, enfin, ça dépotait fort, quoi. Et donc, on arrive chez Publicis où, en fait, eux, c'est marrant, tout Publicis France, donc tu as 35 agences, ils avaient autant de clients que nous. Bon, nous, après, autant dire que le panier moyen n'était pas le même, hein. Ouais. Puisque voilà, mais c'est pour te dire la différence. Donc il y a plein de trucs, il y a vraiment un choc de culture dingue. Mais ça, je veux dire, moi, enfin, je le savais, il le savait aussi parce qu'on s'en parlait et ça se fait en bonne intelligence. Mais de toute façon, il y a un moment où c'est hyper compliqué pour eux et pour nous. Donc tu vois, moi je suis arrivé, je voyais leurs outils. Bon, c'est les outils de grosses boîtes. Tu te dis putain, mais moi les gars, c'est pas possible, quoi. Et puis donc tu regardes un peu avec ta. Et puis, ce qui est un peu mon cas, mon côté pas très humble, qui voit ça comme le start-upper et qui dit putain, c'est tout pourri vos trucs. Et puis après, quand tu vois ce qu'ils facturent et puis quand tu commences à découvrir ce que c'est que de gérer des gros clients sur des gros montants, bah tu fermes bien ta gueule. Et tu te dis, parce qu'après, quand nous on a commencé à avoir les paniers moyens qui ont évolué pour se rapprocher de ce Publicis, enfin, je veux dire par client pour aller vers des grosses sommes, tu te rends compte de la rigueur qu'il faut et de ce que ça nécessite, et tu te rends compte qu'ils sont pas là par hasard et que c'est une sacrée expertise. Ils bossent énormément et voilà, ils sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Et c'est pas pour rien. Enfin, Publicis, je trouve qu'on le sait pas trop parce que bon, Maurice Lévy est quand même assez visible au niveau business. Il a pas mal pris la parole, mais on se rend pas compte. Publicis, c'est le numéro 1 aux US. Le groupe, alors ils sont passés numéro 1 monde. Là, ils vont passer numéro 2 parce qu'il y a une fusion entre le 2 et le 3. Mais on a quand même un groupe français dans la pub qui est arrivé, qui est allé aux US il y a, je sais pas, 30 ans. Et les mecs, ils sont passés numéro 1, quoi. T'as $1 sur 3 qui est dépensé aux médias aux US qui passe entre rien de Publicis. Publicis, c'est pas 30 ans, c'est beaucoup plus, Publicis. Non, mais je veux dire, quand ils ont été aux US, tu vois, dans oui. les années 80, enfin, je veux dire, ils étaient personne. Et Maurice Lévy, il est arrivé et il a, enfin. Oui, il a envahi les US, quoi. Enfin, il a fait. Enfin, tu vois, tu vas quand même apprendre le game aux mecs qui ont inventé le jeu, quoi. C'est quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est époustouflant, quoi. Ok, je savais pas qu'ils étaient numéro 1 aux US. Non, ils sont numéro 1, gros numéro 1, et c'est bluffant, hein. Et c'est qui fusionne là? Havas, c'est Havas qui est numéro 2? Non, Ouais. non, Havas, ils sont assez forts en France, mais non, ils sont même pas dans le top 3. Et du coup, c'est qui 1 et 2 qui fusionnent là? C'est qui? C'est Omnicom et WPP. Ok, Attends, je dis peut-être une connerie. Omnicom et IPG. ok. Ouais. Qui sont. Alors, je sais pas, WPP était numéro 1, ils sont passés numéro 2. Donc, c'est le 2 et 3 ou 3 et 4 qui fusionnent. Ok. Et ça fait un énorme. Enfin, c'est un gros truc. Parce qu'ils sont, je crois, 60 000 d'un côté, 40 000 de l'autre. Et donc, ouais, c'est un sacré machin. Et donc, du coup, là, toi, t'arrives dans Publicis avec tout ça. Et t'as dit tout à l'heure, t'as budget illimité. Ah non, comment ça, budget limité? C'est tard, tu veux dire. Non, trésor. Oui. Ah non, j'ai pas budget limité, hein, non, c'est pas open bar, hein. Bah non, parce que vu que j'étais incentivé sur les bidas, autant dire que non, j'étais pas du tout en mode budget limité, j'étais plutôt à compter les stylos, tu vois. Non, ce que je dis, c'est la partie trésor, parce que la trésor, c'est quand t'es entrepreneur, enfin, tu sais ce que c'est, tu regardes un peu, Ouais, c'est un cool, sujet. Ça. Bah, quand tu es chez Publicis, en fait, tu as le cash pooling, c'est-à-dire que chaque fin de journée, le cash qui en plus, il s'en va, et le cash qui en moins, tout se met à zéro tous les soirs.
Sympa, Donc ça t'évite pas mal de maux de tête, c'est agréable. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà. Tu dormais mieux après Ah, bon, après, on était déjà dans une phase où ça allait mieux, mais c'est sûr que enfin, c'est marrant parce que t'as des biais, oui, des trucs de raisonnement où des fois j'ai des discussions avec le DAF de Publicis Média, Aurélien, et il me dit, mais c'est plus un souci, ne t'inquiète pas, Guillaume. Ne t'inquiète pas. Vous êtes- Rembourse tes prêts. Tu sais, j'avais des prêts, il dit rembourse tes prêts, on s'en fout. Ok, je suis d'accord. Oh, ça c'est cool. Et donc, du coup, là, après, du coup, là, t'as rendu les clés, c'est fini. Ouais. Qu'est-ce que tu en tires là, de l'aventure, là, agence? Bah, plein de choses. En fait, c'est marrant parce que les derniers mois, quand tu sais que tu es à la fin et que tu vas quitter, enfin, moi, c'est 10 ans de ma vie. Enfin, c'est même, tu vois, j'ai l'impression que c'est toute ma vie. Je me rappelle même pas ce que je faisais avant. C'est un peu tout écrasé. C'est marrant, on a eu plein de moments avec mes associés et puis tous les salariés parce c'est vraiment une aventure humaine dingue. Donc, premier truc, j'en tire beaucoup de fierté. D'abord, pas que pour moi, pour toutes les équipes, pour mes associés, parce que en fait, c'est dans ces moments-là que tu prends conscience un peu de ce qui se passe. Parce que même, tu vois, quand on l'a vendu, tout est. Tu réalises pas trop, enfin, puis ça devient un peu ta vie, donc tu vois, voilà. Et en fait, quand tu arrives à la fin, tu mesures un peu le truc. Tu vois, là, on a fait notre pot départ avec Nicolas mi-décembre, et donc on était dans les nouveaux locaux de Publicis, là, dans le 17e, à Pereire. Et tu vois, t'es sur un rooftop, je crois qu'on est le plus beau rooftop de Paris. Dans un truc. Et nous, tu vois, on a commencé dans un grenier à Saint-Ouen, un truc, tu vois, c'est pas dans le garage, mais un truc un peu pourri. Et tu vois, on était là et déjà, t'as beaucoup d'émotions parce que ouais, c'est là où tu prends la mesure des choses. Mais tu dis, putain, l'histoire, elle devait pas s'écrire comme ça, quoi. Enfin, on était plus de 90 à la fin, là. 90 bonhommes, hein. Et je me rappelle encore, tu vois, toutes les phases où j'embauchais, quand on arrivait à 10, j'avais bien 10, 20, 30, 40. Et là, tu te dis, putain, 90 mecs quand tu les as en face de toi. À la fin, franchement, tu perds un peu le fil. En plus, moi, j'étais un peu moins là et tout. Donc, c'est quand je les avais rendus à pied, je dis, putain, quand t'as 100 bonhommes, ça commence à faire du people, quoi. C'est les miens, ceux-là. Ouais, bah oui, il y a un peu ça. Ouais. mais non, mais il y a vraiment un truc de. Je me rappelle, tu vois, je me vois quand j'étais dans le coworking là, à Clichy, où on était 20, et je me rappelle dire, putain, on a passé 20, et je voyais les gens à la pied, je dis, je paye tout ça, putain. Je me rappelle, c'était un vrai truc. Parce que tu vois, moi je suis fils de commerçant et c'était une petite boîte horticole. Et dès que je disais à ma mère que j'avais embauché un nouveau CDI, elle dormait pas la nuit. Donc après, je le disais plus. Non, mais c'est des 80, trucs où, 80 salariés. un jour, tu vois, mes parents, ils viennent chez Bison quand on était dans nos anciens bureaux à Clichy. Et on commence à être beaucoup. Enfin, on était, je sais pas, 70. Et mon père, tu vient me voir à un moment, il me dit, mais t'arrives à payer tout le monde? Et c'est où? Parce que c'est dans ce moment-là où toi, tu prends conscience. Parce qu'en fait, enfin, tu vois, à un moment, quand t'es dans le truc, tu vois, on était chez Publicis et tout. Et bah, je dis, bah oui, enfin, tu vois, oui, papa, bien sûr. Mais il faut prendre du recul des fois sur les choses pour se rendre compte un peu de ce qui se passe, quoi. Moi, ça me fait. Quand t'es dedans, tu te rends pas compte, en fait, des trucs. Ouais, parce que genre, tu lâches combien de salaire? Combien d'euros de salaire par an? Genre plusieurs millions. Ah, pour 90 salariés, là, t'es à quoi? Plusieurs millions. 20 millions? Non. Mais 10 non. millions? Mais non. Bah non, on gagnait pas d'argent, donc non. Non, plusieurs millions. Chargé, ça fait plusieurs millions. Ouais, chargé, pardon. Oui, non, je me suis un peu emballé. Ouais. Bah, autour de. À quoi ça... Bah, je te donnerai pas le chiffre, donc tu peux poser la question. Je sais pas, non, mais il faut que tu me dises les chiffres que t'as pas le droit de dire. Non, mais la masse salariale, je peux. Non, mais c'est plusieurs millions d'euros. Ouais. La masse salariale. Et du coup, là, tu dis. Après, en vrai, les chiffres, c'est sur Papers, donc les gens, ils vont voir le... Mais tous les ans, du coup, t'as plusieurs millions d'euros qui partent juste dans la masse salariale, quoi. Ah oui, bah c'est ça, il faut être détendu Ça, c'est. avec les montants, parce que d'un certain moment, il faut être décorrélé de l'argent, sinon tu deviens fou, hein. Ah, c'est un truc de ouf. C'est vraiment... Non, vraiment, ça, c'est un truc, il faut vraiment à la fois vraiment respecter l'argent et à la fois être hyper détaché. Et surtout le patron, parce que tu changes tellement de sphère. Enfin, moi, j'ai commencé Bison et je sais que j'ai réussi parce que j'avais plus de thunes. Enfin, je pense inconsciemment, je m'étais mis dans une situation de merde, dans une situation où j'avais pas d'autre choix que de réussir. Vraiment, je suis convaincu de ça. Tu sais, tu vois, je me cassais de job top et tout. Je voulais, j'avais besoin de ça, quoi. Et je sais que j'ai réussi parce que j'avais la dalle. Mais quand tu vois même juste moi dans mes persos, entre le mois d'il y a 9 ans et le mois de maintenant, c'est sûr que c'est dingo. Donc il faut. Enfin, je sais pas, ça c'est intéressant parce que tu vois, je vois autour de moi des gens, t'as quand même beaucoup de gens que ça rend fou le pognon.
Et je parle pas de l'argent que tu as sur toi en perso, l'argent aussi de ta boîte, en fait. Parce que tu brasses toute la journée des sommes énormes, en fait. Et il faut tenir la route. Hein. T'as des gens, enfin, quand tu as beaucoup d'argent sur le compte, t'en as que ça. T'avais pas de convrier? Oh oui. Mais il y en a plein de gens qui vrillent. Genre, comment t'as des exemples là? Un peu Bah, à croustillant. l'époque des PGE, tous les gens qui avaient, quand Macron la faisait des chèques gratuits à la terre entière, n'importe quel mec avait une petite boulangerie qui avait 100 000 balles, ils achetaient une moto, enfin. Ouais, non, mais dans le monde des agences, t'es Ah pas non, et comme dans le toi. monde. Et non, mais après, chacun, il n'y a pas de jugement à avoir. Le sujet, c'est pas de dépenser beaucoup d'argent. Le sujet, c'est de dépenser l'argent que t'as pas. C'est ça le sujet. Donc, t'en as qui ont des vies hyper. Enfin, tu vois, mais moi, enfin, tu vois, je juge pas ça. Le truc, c'est de pas vivre au-dessus de ce que te permet tes revenus et le cash que sort ta boîte, quoi. Après, toi, sur ta boîte, t'as du MRR, t'as du récurrent. Ouais. Ouais, donc ça, c'est cool. Ouais. Ouais, ça, c'est un Tu vois, truc. moi, je vois les agences qui sont one shot, notamment beaucoup d'agences créatives Ouais. qui, c'est hyper dur. appel d'offres, c'est un peu. Ouais. Tu te dis, hop, là, tu remets le compteur à zéro, tu vois, mais dans le mauvais sens du Ah terme, bah, je vois tout à fait. tous les mois. Ouais, non, nous, on avait du récurrent à fond. On avait un tiers de one shot à la louche, quoi. Donc ça, c'est 50% agréable déjà. parfois. Ah, mais de toute façon, c'était obligatoire. Et Non, t'avais non. un petit taux de churn où t'avais. On avait, mais en vrai, on a été pendant vraiment plein d'années, on a été assez bon en rétention client. On a même été très bon. Franchement, on a été solide là-dessus. Ok. Et la C'est question. ce qui a fait la différence. C'est marrant parce que maintenant, quand j'accompagne des agences et tout, tu vois enfin, l'énergie qu'il faut pour signer un nouveau client et à comparer à l'énergie qu'il faut pour en garder un. Mais il faut vraiment, tous ceux qui nous regardent là, enfin, peu importe ce que vous faites d'ailleurs, mais battez-vous pour vos clients actuels. C'est sans commune mesure. Nous, des fois, quand on analysait là, dans les phases où on grossissait vraiment, on se rend compte que juste garder tes clients, quand tu es fort en acquise et que tu perds personne, mais là, on a fait une année 2024 stratosphérique parce qu'en fait, on avait tout qui roulait, quoi. En acquise, on continuait sur notre trajectoire et on perdait plus personne. On a fait 2 ans où on a perdu quelques clients. Enfin, c'est anecdotique. Sur 300, je crois, on est enfin, plusieurs centaines de clients là. Ça change tout, en fait. Ouais, je capte. Et question que sûrement personne ne se pose, mais que moi je vais poser. Je Est-ce que reviens. je suis célibataire? Est-ce que quelqu'un se pose? Moi, je me la pose pas, moi. Moi, j'ai la réponse, en fait. D'accord. Ah bon? Ah, ça a changé? Je peux rien dire. Laisse mon audience rêver. T'as des fanboys, tu penses? Mais j'espère, je suis là pour ça. Hein. Et donc, non, la question, je reviens sur la partie vente, parce que moi, je suis persuadé, et c'est peut-être je me mens à moi-même, peut-être, mais je suis persuadé que l'impact de la brand, la brand a un impact de fou sur la valorisation d'une boîte. Est-ce que tu as utilisé la brand, alors pas qu'en partie, mais enfin, pas totalement, mais en partie pour valoriser ta boîte? Parce que toi, tu Oui. n'étais pas incarné. Tu n'avais pas ta marque personnelle en avant qui carry le truc, quoi. Non, moi, j'étais pas très visible. Et c'était. Enfin, non, c'est pas que c'est volontaire, c'est que je suis pas incroyable là-dedans. Par contre, on Bison, on a vraiment créé une marque très puissante. À l'échelle de la France, on va dire. En gros, on est très très fort en France. À l'étranger, on commence à être. Bon, après, Publicis a vraiment aidé, mais vraiment en France, on est gros leader. J'ai envie de répondre oui et non parce que, dans notre cas, on avait réussi ce truc-là, c'est-à-dire qu'on avait une marque très forte à l'extérieur et en interne aussi, parce que la marque, tu vois, dans notre cas, nous, ça a été un élément mais déterminant dans la réussite de Bison pour fédérer nos équipes, parce qu'on avait une culture de boîte très très forte, très très start-up, mais ça a vraiment compté. On a réussi ce truc-là. Les gens venaient avec le suite Bison, même toujours. Là, si tu vas dans nos bureaux, je suis sûr qu'il y en a 5-10 qui ont le pull Bison. Là. Tu vois, on a vraiment, ça, c'est un vrai succès parce qu'en fait, tu crées de la cohésion, tu crées un truc, une stickiness avec les équipes. Les gens sont fiers de la boîte. Enfin, ça te fait vraiment gagner sur le long terme. Après, donc dans notre cas, c'était important. Mais bon, je connais plein de boîtes qui ont des marques toutes pourries et qui ont réussi. Ou des marques, enfin, pourries, non, je suis un peu dur, mais ou des marques qui sont pas aussi fortes que ça et où la boîte tourne à un moment. Enfin, tu vois, les chiffres, c'est les chiffres, quoi. Ouais, mais est-ce que. Nous, dans notre cas, comment dire, ça a aidé parce que, non plus, on vendait quand même à un groupe Publicis qui est plus que sensible à la créa, aux marques. Et
et qui est une boîte en plus qui respecte les marques, c'est-à-dire tout ça qu'ils ont tant d'agences, c'est que chaque agence a son identité propre, ils sont très très c'est leur métier, de toute façon ils sont très sensibles à ça et ils respectent ça. Donc moi ça faisait aussi partie du contrat de confiance que j'avais avec eux, c'était que je veux que cette marque elle perdure et pas que pareil, pas que pour moi, pour mes équipes aussi, parce que je trouve ça cool d'avoir une boîte et une marque qui vit sa vie longtemps, quoi. Et est-ce que sur le papier, ça se valorise? Ou c'est très. Ça dépend ce que tu fais. C'est insondable. Est-ce que tu as une ligne? Non, mais une agence, il faut quand même qu'il y ait une marque. Mais dire, tu as des agences qui ont qui peuvent avoir des noms, mais qui ont des marques pas si incroyables que ça dans l'absolu, tu vois. Je vais pas citer de nom parce que je veux vexer personne. Je veux dire, non, mais il y en a, mais à un moment, j'ai dans la tête même des copains à moi. Ils ont un truc qui est pas ouf, mais je veux dire, les mecs, ils déroulent tellement bien en prod que, à un moment, quand t'es le meilleur dans ce que tu fais, tu peux avoir une marque toute pourrie. Ça fonctionne. Ça serait mieux si tu le. À un moment, de toute façon, tu peux pas être bon dans tout. Hein, et moi, en vrai, la réalité, c'est que je suis pas très. Je pense que je suis pas très sensible à ce truc-là. C'est que, vu que je pense que j'ai une personnalité un peu forte et que je voulais jouer là-dessus, ça s'est construit comme ça, mais je suis pas quelqu'un de très. Tu vois, je suis un peu un gros bof, quoi. Non, t'abuses. Non, mais tu vois, je veux dire, j'ai pas une sensibilité particulière, vraiment. Mais du coup, t'avais pas de moi, ligne. moi, je vois ça comme un outil pour faire du biz, en fait. Enfin, vraiment, c'est ça mon. C'est fait pour, de toute façon. Oui, mais je veux dire, il y a il des gens où je. Moi, à un moment, si tu m'expliques que tu mets en vert fluo, machin, et que je vais faire plus 10% de chiffre, let's go. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, moi, je suis très. Ne faites pas ça. Non, mais moi, ne faites pas ça à la maison. Ça sera toujours moule à first, quoi. Alors que t'as des gens qui vont être très sensibles, tu vois, je suis pas. Ah bah, toi, si on te dit, mets tout ton fluo, tu fais plus de 20%, tu le feras jamais. Tu vois, si je te dis, là, tu te fous en fluo, et hop, ta boîte, elle fait 304 plus cette année, jamais tu le fais. C'est probable que non. Alors que moi, peut-être. J'ai pas mis les de soleil. Hein. 300 000, je sais pas. Mais non, mais moi, je suis capable. J'ai pas mis les de soleil, tu vois, donc j'écoute quand même. Ouais. J'écoute. Mais du coup, t'avais pas de ligne sur le contrat pour valoriser la marque. Non. Enfin, valoriser la boîte avec la marque. Ah non, mais ça, c'est. Je pense que ça a du sens, peut-être en B2C, mais non, mais attends, en agence, il faut se détendre. Et ça aussi, c'est un truc à dire aux gens. On s'imagine plein de choses. La réalité, c'est qu'une boîte de service, elle est valorisée sur un multiple d'EBITDA. Punto final. Punto final. Sorry, guys. Et encore plus maintenant. Moi, je pense qu'un des derniers à être passé un peu entre les mailles du filet et avoir réussi à valoriser une partie différemment. Mais c'est ça le game. Hein. T'as perdu tes plumes quand même. J'ai perdu mes plumes dans l'histoire. C'est clairement. J'ai perdu quelques plumes. T'as perdu quelques plumes. C'est ça. Mais non, mais la réalité, c'est ça, en vrai. Ok, bon. Du coup, déçu, mais. Bah après, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le B2C, les marques B2C. Non, mais dans le service, plus de B2C, valorisation. c'est un autre délire. Si tu. C'est pas comparable. Ouais. Mais non, en agence, ça vaut. C'est. Déception. C'est walou, quoi. Mais surtout, il faut se dire, nous, on a un cas. Bison particulier, parce que je pense qu'on avait quand même une marque quand même forte, mais à un moment, quand tu fais l'acquisition, quand Publicis fait l'acquisition d'une agence comme Bison, évidemment, ils achètent ta marque, ils achètent un positionnement, ils achètent une équipe, en fait. Hein, c'est ça qu'ils achètent. Hein. Parce qu'en fait, pour une boîte comme ça, d'aller embaucher 60 personnes, ça coûte des millions d'euros. Ils n'ont même pas la garantie d'y arriver. Ils perdent du temps. Donc, à un moment, ils ont les moyens. Bam, tu rachètes d'abord une équipe, une expertise et du coup, une position stratégique sur un marché. Donc, quand il y a une marque, tant mieux. Mais je veux dire, je pense que si on avait été moins bon là-dedans, est-ce que ça se serait pas fait pour autant? Je sais pas. Ouais, je capte. Ça nous a aidé, quoi. Donc là, t'es en mode. Un peu en mode. J'ai revendu. C'est les vacances. Tu t'es acheté un bateau à voile? Non, j'aime pas la voile. T'as failli t'acheter une maison? Non, je m'occupe de mon chien. J'ai failli m'acheter une maison, mais ça, c'est vrai. Alors déjà, est-ce que t'as un invité à nous recommander pour un prochain épisode? Faut que je réfléchisse, attends, ça va me revenir. Tu me reposes la question en 5 minutes, je vais réfléchir. Ok. Question, c'est quoi la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Oh, putain, c'est quoi cette question? Parce que là, t'es retraité, là. Ouais. Ah non, non, mais j'ai quitté Bison fin décembre et là, j'ai passé un mois de janvier. Bon, je me fais plaisir, mais j'ai fait des journées, tu vois, semaines où vraiment tu fais rien de rien. C'est où tu décales tout le lendemain et t'en as rien à foutre. Et c'est quand même cool. Hein. C'est marrant, je me suis rendu compte, mon cerveau se remet. Tu te rends compte de plein de choses. Moi, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais je suis le créateur, en fait. Et quand ça roule, je suis moins bon. Je suis le gars du 0 to 1. Et après, donc finalement, les dernières années, elles étaient quand même un peu
un peu plus dur pour moi parce que quand ça roule, tu dois moins innover, entre guillemets. Tu fais en sorte, tu deviens un peu directeur. Donc là, le fait d'avoir du temps, tu as ton cerveau qui se remet en route, donc ça, c'est plutôt cool. Et juste, ouais, prendre le temps de laisser. Enfin, juste des journées sans meeting et tout, ça c'est agréable. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que ça n'avait pas arrivé. Ouais, Mais c'est pas pour moi. Non, mais pour t'es jeune l'instant, de encore. faire des pauses. Tu feras ça à 40 ans. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de faire de pause. Ni de dormir, de toute façon. Ok. En 2 phrases, tu nous pitches ton nouveau projet qui va arriver? Je monte avec Nathan Layé, que tu connais, qui est le CEO de Growth, qui a une jolie notoriété dans le coin. Une boîte qui est là pour accompagner les entrepreneurs comme toi, comme moi, il y a 6-7 ans, qui vont vite, qui ont du potentiel, mais qui sont souvent bloqués dans la phase avant 1 million, grosso modo. Donc l'idée, c'est d'être leur super sparring partner. Chose que moi, j'ai eu la chance d'avoir au début Bison pour les aider à passer très vite à toutes les étapes derrière, 2, 3, 4, 5, 10, beaucoup plus haut. L'idée, c'est de trouver 2, 3, 4 avec le potentiel d'un Bison pour les aider à aller vite, à surnager dans ce monde qui va très très vite, avec une touche d'IA un peu partout. Donc le projet s'appelle l'EBITDA Studio. Vous pourrez aller sur le site qui est live. Là, on cherche 6 boîtes d'ici cet été. Les 6 premiers. Donc, Agence? Full agence? on full service. Ok. On s'ouvre un peu de tunnel, mais voilà, pas de B2C. Enfin, voilà, des métiers qu'on connaît bien tous les deux. Nathan, il a une très grosse expérience sur la phase 0-1 et moi, du coup, sur la phase 1-10. Donc, on lance ça. On est hyper chaud. Donc, voilà, postulez, contactez-nous. On veut des gens qui ont faim. Il faut trouver 2-3, 4 bisons par an. Ok, on mettra ton mail dans la description. Voilà. Et s'il y est pas, mettez un commentaire comme quoi on doit le mettre au cas où. Et, ok, trop cool. T'as le droit à un mot de la fin, pas un mot mais une phrase. Tu dis ce que tu veux, contexte, hors contexte, une lettre d'amour, un débat, comme tu veux. Non, mais je vais parler de ça parce qu'en fait, on se connaît via Nathan et tout cet écosystème de jeunes entrepreneurs, moi, qui me fascine un peu, qui me rassure un peu parce qu'on est dans une morosité un peu en France. Bah ouais, mais c'est intéressant, justement, parce que vous, vu que vous suivez rien à la politique et tout, vous vous en rendez pas compte. Mais en vrai, on est quand même dans une phase qui est pas dingo. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à aller chercher. C'est cool de rester en France pour le faire. Ne partez pas tous à Dubaï. Il y a du plus et du moins, mais il y a pas mal de choses à faire ici. Le fait que l'IA chamboule tout, c'est beaucoup d'opportunités aussi pour tous les jeunes entrepreneurs. Donc restez là et puis appelez les vieux comme moi pour vous aider parce qu'on peut vous faire gagner quelques années. Sinon, vous vous ennuyez un peu. Ouais. Et surtout, gagner de l'argent, c'est important. Ok. Reco pour un prochain invité? Je pense à mon copain Guillaume Doquitonon, qui était qui est le patron de l'agence Reach, qui est une des plus grosses agences d'influence en France, qui a revendu également en même temps que moi. Donc c'est marrant, on a un parcours un peu similaire sur d'autres domaines d'expertise. Et il est bien plus sensible que moi à la partie branding. Donc on verra si. Mais il est plus timide que moi, donc on verra. Je vais faire une playlist vieux patron d'agence. Ah oui, il a quelques années de moins que moi, mais oui. Non, je plaisante. Mais c'est bien, il faut que tu invites des vieux un peu. Bah ouais, j'ai que des jeunes. Voilà. Mais t'inquiète, j'ai des vieux prévus. T'as des vieux sous le coude. J'ai des vieux sous le coude. Enfin, je commence à rencontrer des vieux parce que c'est dur de rencontrer des vieux en vrai. Enfin, des vieux, des mecs qui ont de l'XP quoi. Parce que nous on en a pas, tu vois, on a 10 ans d'XP. Ouais. C'est rien, tu vois. Bah oui, c'est clair. Ouais, mais vous allez vite quand même, c'est bien. Bah j'ai envie de te dire heureusement. Ah sinon, un autre que tu peux inviter, c'est Louis Debuzy. Ouais. Debuzy qui est Louis Debuzy, je dis Debuzy, qui est un entrepreneur incroyable qui a monté le l'Exit Club, un club d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, qui est un mec absolument incroyable. Et enfin, si tu veux vraiment des histoires d'entrepreneurs assez dingues, je pense qu'il a des choses intéressantes à dire. Bah, trop bien. Tu m'envoies les WhatsApp? Je t'envoie les WhatsApp. Ok, trop bien. Merci d'être resté pour cet épisode jusqu'à la fin. C'est cool. Il faut qu'il s'abonne là. Ouais.
Bah, abonnez-vous. Euh, Abonnez-vous au compte de mon chien. Voilà. Mousse the Pug. Il s'affiche en gros sur votre écran. J'aimerais bien que ça arrive à 100, je passe 140 followers, Alors, je 150. suis sûr on peut monter à 200. Bah, franchement, vas-y, aide-moi. Pour les fans Aide-moi. de chiens. Aide-moi. Et toi, on peut te retrouver où? LinkedIn? Nulle part. T'as un Sur LinkedIn, ouais. Mec, t'as ta bannière Je vais- bison je encore vais, sur euh, LinkedIn. Je vais m'y remettre un peu. C'est vrai? Mais là, je suis en vacances. Hein. Ah oui? Tu rentres quand Non, en vacances? dans quelques semaines, là, on s'y remet pour de vrai. Très bien. Voilà. Je te ferai une belle bannière si tu veux. Ok. Je te ferai une belle bannière. Ok. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Abonnez-vous. Achetez Lucide. Achetez Lucide. Ouais. Je suis Abonnez-vous. un super homme sandwich. Commentaire. Like. Et puis suivez-nous sur Instagram aussi, c'est bien. On met plein de data. Start sur Valton Guillaume. Travaillez bien.